quoi pense, à quoi rêve, que veut le président de la Russie? Qu'y a-t-il dans la tête de Vladimir Poutine? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Un grand angle au cœur de l'actualité en Russie et en Ukraine. Bonjour, Michel Elchaninov. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, spécialiste entre autres de la philosophie et de l'âme russe, on peut dire. Vous avez récemment écrit un livre sur Dostoïevski. Vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine et vous publiez un livre passionnant aux éditions Actes Sud, Dans la tête de Vladimir Poutine. Alors, on va commencer par cette actualité russe. Vendredi soir, l'opposant Boris Nemtsov était assassiné à quelques centaines de mètres du Kremlin. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Vladimir Poutine au moment où il a appris la mort de cet opposant. Il a dû se dire qu'il était débarrassé d'un des chefs de l'opposition, qui s'apprêtait à mener une grande manifestation contre lui. Qui était prévu pour aujourd'hui. Qui était prévu pour aujourd'hui, et qui a eu lieu, mais qui s'est transformé en marche en l'honneur de Boris Nemtsov assassiné. Il a dû aussi se dire que Boris Nemtsov préparait des documents, la publication de documents qui démontraient la participation des forces russes à la guerre en Ukraine. Ouais. Donc des documents extrêmement gênants pour le Kremlin. Donc je pense qu'il a dû se dire qu'il y avait un opposant acharné qui disparaissait. Ouais. Je pense aussi que Vladimir Poutine s'est peut-être rappelé un discours qu'il avait fait en 2012, en juillet 2012, juste à son arrivée au pouvoir. Il avait alors assimilé... Lors du début de son troisième mandat de président. Voilà, c'est ça, son troisième mandat. Devant les jeunes qu'il interrogeait, il avait parlé des opposants, justement ces oppositions qui manifestent parfois contre lui dans les grandes villes. Il avait dit, ces opposants, ce sont des traîtres. Il avait dit que, en fait, ils veulent la destruction de la Russie. Il avait parlé de trahison nationale. Donc, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une logique entre ce qu'il disait en 2012, où il disait que l'opposition était une forme de trahison nationale, et cet assassinat aujourd'hui. Qui avait intérêt à tuer Boris Nemtsov? Ceux qui veulent terroriser l'opposition, c'est-à-dire ceux qui veulent faire réfléchir à deux fois d'éventuels meneurs de l'opposition et leur famille évidemment, puisque on peut en mourir aujourd'hui en Russie. L'autre intérêt, c'était de montrer que effectivement, dans le contexte de la guerre en Ukraine, finalement, cette guerre se portait à l'intérieur de la Russie. C'est-à-dire que dès le début de son troisième mandat, Vladimir Poutine a réprimé l'opposition. Ensuite, il y a cette guerre en Crimée. Aujourd'hui, c'est un peu la jonction des deux événements, comme si cette guerre se transportait... Vous pensez que la mort de Nemtsov a quelque chose à voir avec l'Ukraine? En tout cas, Nemtsov était l'un des opposants les plus engagés contre l'intervention russe en Ukraine. Et donc, c'était quelqu'un qui était très mobilisé sur cette question. C'était quelqu'un qui gênait. Objectivement, je pense que ce qui s'est passé, cet assassinat politique, c'est un transport de la guerre ukrainienne à l'intérieur de la Russie. Alors, avant de continuer avec vous, je vous propose d'écouter un extrait de l'interview qui a été donné par Boris Nemtsov quelques heures avant sa mort. C'était ce vendredi, le 27, sur la radio Écho de Moscou. Il traitait Poutine de menteur et à la politique agressive. Écoutez. Poutine est le spécialiste du mensonge. Je ne veux pas vous mentir. Je veux vous dire la vérité. Cette marche peut apporter la paix. La crise que nous connaissons est due à la guerre insensée, agressive et meurtrière pour notre pays et pour nos citoyens que mène Poutine en Ukraine. Nemtsov, il est plus gênant pour Poutine, mort que vivant, en fait. Ça pourrait évoluer dans ce sens-là. Ça, on peut pas le dire. En tout cas, ce qui est évident, c'est que Nemtsov publiait des documents contre la corruption, ce qui est très gênant pour le Kremlin. Et vous voyez qu'il avait une parole extrêmement libre. Et je pense que le but premier, c'était de montrer qu'une parole libre, aujourd'hui, pouvait être éliminée en Russie. Manifestement, il fait pas bon être opposant ou simplement critique à Vladimir Poutine aujourd'hui en Russie. Ça, c'est sûr. Ça devient vraiment dangereux. Alors, Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir fin 99. En 15 ans, il a beaucoup changé, il a évolué. Oui, au début, il est arrivé comme quelqu'un qui allait apporter la stabilisation à un pays qui avait connu des soubresauts économiques, sociopolitiques dans les années 90. Donc il s'est présenté comme un libéral, comme quelqu'un, économiquement et politiquement, quelqu'un qui allait stabiliser le pays, comme il disait, qui allait lui faire correspondre aux standards internationaux. Au départ, il était plutôt, comme vous dites, libéral, pro-occidental, en gros. En tout cas, il faisait mine de l'être, il voulait moderniser son pays, mais assez rapidement, on a vu dans certains de ses discours une sorte de rigidité vis-à-vis de l'Occident.
comme si finalement Poutine avait du mal à s'entendre avec l'Occident. Et puis aussi il voulait montrer cette image aussi d'un homme fort, d'un homme jeune, d'un homme sportif. Oui. En comparaison avec Boris Yeltsin, qui était plutôt un vieil homme ivrogne, on peut le dire. C'est ce qu'il a vraiment voulu montrer, que maintenant la Russie était prise dans des mains de fer qui allaient donc la moderniser. Mais en même temps, il lançait une guerre en Tchétchénie. En même temps, il faisait taire les médias. Donc, disons que c'est un libéralisme tout de même de façade. Et alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous écrivez, en fait, vous décrivez l'influence de nombreux intellectuels, de nombreux philosophes, idéologues, parfois du 19e siècle. Par exemple, vous parlez de Ivan Ilyin, qui est un philosophe mort en 54. Et lui, il a prôné une idéologie nationale russe dont s'inspire en fait directement Vladimir Poutine. Alors, c'est sûr que Vladimir Poutine n'est pas un intellectuel, c'est pas un philosophe du tout, il préfère le sport. Mais il est entouré de conseillers qui lui donnent des philosophes à citer dans ses discours, et il en cite abondamment, notamment cet Ivan Ilyin, qui est assez peu connu en France, parce qu'il n'est pas traduit, et en général dans le monde qui n'est pas forcément connu, mais qui est devenu aujourd'hui très connu en Russie, parce que c'est quelqu'un qui, dans les années 1940-1950, imaginait la Russie après la chute du communisme et faisait un portrait du leader national, du guide de la nation, très proche de ce que veut incarner Poutine aujourd'hui. Donc il y a des citations d'Ivan Ilyin, parce que finalement Ivan Ilyin a essayé de dessiner quelque chose, une démocratie, une dictature démocratique, c'est les termes d'Ivan Ilyin, qui serait différente des démocraties occidentales. Et donc, il a dressé un portrait en creux du leader national. Et là, vous parlez d'un autre qui est aussi très intéressant, c'est Konstantin Leontiev, qui explique le tournant conservateur de Poutine. Exactement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2012, Vladimir Poutine propose une idéologie officielle pour la Russie, qu'il appelle conservatisme, que moi j'appelle archéoconservatisme, parce que c'est un conservatisme très dur, obsédé par la question homosexuelle, obsédé par la haine de l'Occident. Donc c'est vraiment un conservatisme, disons, assez virulent. Vous parlez même dans votre livre récemment d'une sorte de fascisme à la russe. Alors, qui est à la marge. Enfin, on est à la marge. On est à la marge. C'est-à-dire, Poutine prétend être la barrière contre le fascisme, mais en fait, il côtoie le fascisme dans le sens c'est le paradoxe. Où il veut créer une forme de démocratie d'acclamation, donc avec un guide. Toujours réélu. Ça ressemble au plébiscite mussolinien. Voilà, le plébiscite mussolinien, effectivement. Et donc, il essaye effectivement de se fonder sur un Leontiev, par exemple, qui est très anti-occidental. Pour Poutine, l'Occident est entré en décadence. L'Occident a oublié ses valeurs chrétiennes, ses racines chrétiennes, et la Russie, aujourd'hui, dans la tête de Poutine, et en se fondant sur des philosophes comme Leontiev, incarne une forme de renouveau conservateur en Europe, de porteur finalement du flambeau traditionnel et chrétien en Europe. Renouveau et revanche aussi, il considère la chute de l'URSS comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il est en fait le leader de la revanche de la Grande Russie. Effectivement, le mot qui le caractérise le mieux, c'est sans doute revanche ou vengeance. Poutine a très mal vécu la chute de l'URSS. Il a vécu en URSS jusqu'à ses 40 ans. C'était un fidèle officier du KGB. Il croyait beaucoup à l'URSS. Et donc, il a voulu finalement réconcilier la Russie rouge et la Russie blanche, sous le signe de l'Empire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait le lien entre la Russie d'avant la Révolution et la Russie soviétique, c'est l'idée d'empire. C'est l'idée que la Russie a des frontières qui s'élargissent. Et donc, Poutine a voulu effectivement restaurer cette image de l'empire, cette idée de l'empire. Et pour vous, plus que la Géorgie en 2008, c'est l'annexion de la Crimée qui est le tournant en fait majeur de ces derniers mois, de ces dernières années. Effectivement, ça a commencé en Géorgie en 2008. Ça a continué aujourd'hui avec cet acte qui, pour Poutine, est historique, qui est l'annexion de la Crimée, le retour pour lui de la Crimée dans la grande maison russe. Donc cet acte qui consiste à faire bouger les frontières de l'Europe aujourd'hui, en 2015, et qui pour lui est véritablement le retour de l'effectuation de l'Empire. Oui, parce que la Crimée, d'un point de vue territorial, c'est relativement peu de choses. Je crois que c'est 20 000 km², mais c'est très très important symboliquement. C'est une récupération de territoire. Voilà, c'est-à-dire pour Poutine, la Crimée n'a jamais été ukrainienne, parce qu'elle a été, entre guillemets, offerte par Khrouchtchev en 1954 à la République socialiste d'Ukraine. Donc, elle a une légitimité à rentrer dans la mer Russie. Et donc, finalement, effectivement, il y a une forme de transgression en 2014 avec cette réunification, cette annexion de la Crimée, transgression du point de vue du droit international, mais qui pour Poutine est le premier acte de la revanche russe.
Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que malgré son passé de KGBiste, donc d'homme des services secrets, il reste un homme imprévisible. Imprévisible, mais peut-être de moins en moins imprévisible. Alors effectivement, il tient à rester un homme politique imprévisible. Il ne veut pas, évidemment, comme tout homme politique, il est machiavélien, il ne tient pas à ce qu'on... Il ne montre pas tout son jeu. Voilà, il ne veut pas montrer son jeu. Ouais. D'ailleurs, on ne sait pas quels seront ses prochains pas. Est-ce qu'il va essayer quelque chose dans les pays baltes, au Kazakhstan, dans le Caucase? On ne sait pas, il le cache bien. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il est de moins en moins imprévisible, parce que comme il a développé cette idéologie que j'essaye de décrire dans le livre, anti-occidentale, conservatrice, eh bien, de plus en plus, on a l'impression qu'il s'y enferme. Il a mobilisé son peuple autour de cette idéologie de revanche contre l'Occident, et c'est vrai que de plus en plus, il est enfermé dans son discours. Ouais. Il est dos au mur. Il n'a pas le droit à l'échec. Voilà. Sinon, il tombe. Voilà, il est obligé d'aller en avant. Et le meurtre de Boris Nemtsov aujourd'hui n'est qu'une conséquence de tout ça. Est-ce qu'il y a une alternative à Poutine aujourd'hui, en Russie? Il y a une alternative démocratique, évidemment. Aujourd'hui, ils sont très très faibles d'un point de vue électoral. Ils sont faibles d'un point de vue électoral. Surtout, on ne les laisse pas exister, puisqu'on ne les laisse pas créer de partis, on ne les laisse pas manifester. Très difficile. Les opposants sont soit mis en prison, soit assassinés. Donc effectivement, c'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les Russes vivent dans un pays extrêmement corrompu. Transparency International dit que la Russie est 136e sur 175 de niveau de corruption, un des pays les plus corrompus du monde. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème éducatif, il y a des problèmes de santé. Je pense que les Russes aujourd'hui sont préoccupés par leur vie et que un jour, sans doute, le rêve national et impérial que leur offre Poutine ne leur suffira plus. Et je pense que un de ces jours, les Russes se rendront compte qu'on ne peut pas échanger une relative prospérité contre des rêves impériaux. Merci Michel Elchaninov. Je rappelle le titre de ce livre passionnant, Dans la tête de Vladimir Poutine, que je conseille à tous ceux qui nous regardent aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.